la fête, nous, la fête du quartier, c'était la fête des caillebottes. Le jeudi de l'Ascension, la fête qui existe toujours et qui est toujours le jeudi de l'Ascension, mais qui était une fête très importante à l'époque. Une semaine avant, on se réjouissait de participer à la fête des caillebottes. La fête des caillebottes, le jour de l'Ascension, c'était vraiment il y avait le manège, les tamponneuses. C'était vraiment la fête du quartier, la fête des caillebottes. Et moi, j'ai pas connu comme les anciens entre guillemets, l'âge de mes parents. Mais eux, ils ont vraiment connu, c'était avec le bal. La fête foraine, quoi. La fête foraine. Et les gens venaient de loin pour cette fête de caillebottes. Ouais. La fête des caillebottes, c'était la fête vraiment du quartier. Tout le monde connaît la fête des caillebottes, Couragon. Beaucoup de gens nous en parlent de cette fête foraine. Et on nous dit aussi que cette fête foraine pouvait rassembler toutes les populations du quartier. Parce que quand on parle des familles du voyage, les familles du voyage aiment bien ces fêtes-là. Donc, pendant cette fête-là, toutes les populations étaient rassemblées. On a vécu, enfin moi j'ai vécu les 20 ans de la maison de quartier qui a été un événement grandiose, quoi. C'était vraiment très sympa avec les habitants du quartier. On a vécu des choses vraiment superbes, quoi. Toute la préparation avec les gens du quartier, le défilé dans les rues, enfin les 20 ans de la maison de quartier, ça a été énorme, quoi. Vous pouvez nous rappeler à quelle époque c'était déjà les 20 ans du quartier? Alors c'était en 91. Pardon, 91 c'était les 10 ans, en 2001. En 2001, oui. Donc ça remonte à 10 ans. Oui. Enfin, ça fait 9 ans, parce qu'on est en 2010. Et donc, au Moulin des Bars, il y avait un étang dans le temps. D'accord. Voilà. Et puis moi j'ai connu Dragon, c'était une petite ville, un village, avec un étang tout près d'ici. Ça faisait un petit peu campagne, tout en n'étant pas campagne. Il y avait le petit, comment on appelle ça, la Vierge au coin là-bas, que j'ai toujours connu. Quelle est l'histoire que tu as avec Ragon, en fait? Ben, moi je suis née à Ragon, moi je suis une pure ragonaise, quoi, comme on dit. On est 4 sur 5 nés à la maison. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette fameuse maison dans laquelle tu es née? Oui, mais la maison où je suis née, à la Bauche-Thirault, c'était la seule ferme qu'il y avait rue de la Bauche-Thirault. Et cette maison, depuis 1999, est, comment dire, incluse dans la galerie du Leclerc Océane, ce qui s'appelle l'Orangerie, avec le toit en ardoise et les arcades. C'était l'orangerie de l'époque. Alors c'était réellement une ferme, mais c'était quel type de ferme? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette ferme? C'était une ferme, une petite ferme, hein, comme il y en avait beaucoup dans la région. Mon père a eu 4-5 vaches, un cheval, bon, et puis il faisait autant de vignes que de fermes, viticulteur comme agriculteur. Non, moi, l'enfance, j'aimais pas les vacances scolaires. Ah. Enfin, bon, c'est surtout après quand je suis commencé sans doute à aller à l'école, puis peut-être aussi étant à l'école primaire, hein, quand on avait les vacances scolaires, bah, c'était pour aller travailler dans les champs. Moi, j'aimais pas ça. D'accord. Donc tu préférais l'école que le travail au champ? Oui, et oui. D'accord. Enfin bon, il fallait, hein, quand même, il fallait obéir. Hein. Ça fait 67 ans que je suis dans le coin. T'es né ici? Je suis né ici. Tes parents Mes parents sont nés ici. sont nés ici aussi? Ouais, voilà. On avait pas mal de biens, donc on faisait des vignes. Et on prenait la charrette à bras dans le temps et on mettait nos portoirs sur la charrette. Et on s'en allait au Châtelier. Du Châtelier, on arrêtait chez la mère d'Île, qui était donc une épicerie à ce moment-là. Et on s'en allait au Moulin des Bars. Et au Moulin des Bars, j'avais une vigne qui était là, qui faisait environ 4 barriques et demie qu'on faisait de vin rouge. Et il y avait beaucoup de vignes à l'époque dans ce coin-là? 650 pieds. 650 pieds. J'ai
fait mon école primaire à l'école d'Aragon. Et il y a quelques années, on a fait des recherches sur l'histoire et sur l'école d'Aragon. Donc j'avais écrit pour fixer tout ça, quelques souvenirs. Donc je vais vous les lire. L'épidémie. Je n'ai fait un CP que 4 mois. Le 1er février, j'ai arrêté l'école pour soigner ma primo-infection. En effet, il y avait une épidémie de primo-infection dans l'école, plus de 100 cas dans l'école des filles. Beaucoup partaient en sanatorium. Moi, je suis restée à la maison à me soigner le reste de l'année scolaire. Un autre fait marquant, un voyage à Paris. Tous les 2 ans, un voyage à Paris était organisé avec la coopérative scolaire. C'était normalement pour les plus de 11 ans. En 1959, j'avais 10 ans, la maîtresse propose dans ma classe quelques places qui restaient. Je lève immédiatement la main. Mes parents, qui me trouvaient trop jeune, n'étaient pas d'accord. J'ai réussi, je ne vous dirai pas comment, en tapant des pieds dans les escaliers, à les faire céder. Ce fut donc la grande expédition. Ma mère m'a fait faire une jupe jaune chez la couturière. Fernande Jeanne, qui habitait le quartier, beaucoup d'élèves étaient malades dans le car, mais nous étions fiers de ce périple. Un regret, j'avais envoyé à mes parents une belle carte de la Tour Eiffel avec des brillants et il n'est jamais arrivé jusqu'à Aragon. Dans mon enfance, il y avait plein de fermettes. Certains faisaient des légumes et allaient 2 fois par semaine les conduire aux mines, les vendre aux mines le matin avec leur charrette à cheval. Dans le quartier, il y avait un marchand de chevaux. En remontant encore, il y avait la famille Artaud, Artaud, marchand de vin. Et puis, il y avait le bureau de tabac, Arthur Dugas, café bureau de tabac, tenu par la famille Dugas, voilà. Dont M. Dugas a donné son nom au gymnase, puisque c'était un fervent du sport. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers autour de votre vie dans le quartier? Si on parle d'histoire, votre histoire avec le quartier d'Aragon. Oui, moi j'en ai. Par rapport à la maison de quartier, c'est vrai qu'on était à l'origine de l'ouverture. Moi je me suis occupée de la peinture sur soie à la maison de quartier d'Aragon. Et après, j'ai fait partie du CA, je faisais la trésorerie pendant plusieurs années. On a vécu des choses très intéressantes. On a vécu surtout toute l'évolution de la maison de quartier. Vos premiers contacts avec le quartier d'Aragon en lui-même, en tant qu'habitant, comment est-ce que vous avez vécu ça? Bon, alors on est arrivé le 28 décembre 81, ici. Moi, je savais qu'il y avait une maison de quartier, donc ça m'intéressait. Hein. Donc tout de suite, moi je suis arrivé aux premières réunions. Mes premières réunions, c'était au début 82. C'était les premières réunions de la maison de quartier, où on s'est créé en comité directeur, d'une certaine façon. Et on a eu un premier conseil d'administration en juin et j'ai été élu président en juin. Je viens depuis de très longues années ici parce que je trouve que le centre est très agréable, très convivial. Et donc j'ai fait de l'art floral, de la peinture sur soie, de la gymnastique. Et maintenant je vais attaquer l'informatique. Qu'est-ce qui vous a fait connaître le centre socioculturel d'Aragon? Moi, depuis assez longtemps, depuis que je suis en retraite, que je fais de la gymnastique et puis l'atelier mémoire tous les mardis matins, et ça me plaît beaucoup. Et puis, et même bien avant, je faisais de l'accompagnement scolaire pendant plusieurs années. J'ai commencé même avec Mathieu, un animateur homme, et puis j'ai suivi les différentes évolutions. Et puis j'ai arrêté, après avoir changé d'occupation. Vous parlez d'accompagnement scolaire. Oui. Comment ça se passait à cette époque-là? À l'époque où vous y étiez? On tâchait d'associer le travail scolaire, mais d'une façon ludique. Hein, que les enfants se sentent à l'aise, qu'ils fassent leur accompagnement scolaire, d'accord, mais ils aimaient surtout le côté ludique, distraction, tout ça. C'est difficile. Oui. Voilà. Vous faisiez aussi, vous, de l'accompagnement scolaire? 5 ans, oui. Vous en faisiez toutes les deux ensemble? Oui, on a fait ensemble, mais moi je crois que j'avais commencé bien avant. Oui, t'avais commencé. J'en ai fait pendant pas mal d'années. Moi j'ai fait pendant 5 ans.
Vous disiez que c'était difficile. Oui, Qu'est-ce que... les enfants étaient difficiles, hein. C'était Sur la fin. facile à les intéresser au devoir, en fait, ils préféraient jouer. C'était quoi comme enfant? Moi, c'était les gens du voyage, surtout. Surtout, oui, c'est vrai. Vous aviez combien d'enfants à vous occuper le soir, comme ça? Oh, bah, chacune, je sais pas, un ou deux, c'était selon Oh, oui. combien on était 5 ou 6 peut-être, je sais Oui. plus, je m'en Mhm. souviens plus. Mais autrement, ça me plaisait bien parce que, en dehors de ça, j'avais l'impression d'apporter quelque chose de supplémentaire aux enfants, qui se sentent bien dans leur peau à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, et puis qu'ils aient envie de le faire surtout. Alors, on essayait de leur faire accepter, quoi. Je fais partie d'une association MLSF, association de sourds, entendants et malentendants. Nous sommes arrivés, l'association, il y a à peine un an sur le CSC Ragon, suite parce que nous avions besoin d'un lieu pour pouvoir faire nos activités et surtout ouvrir nos activités vers l'extérieur, vers d'autres mondes, vers d'autres structures. Donc voilà pourquoi notre venue à Ragon. Bonjour, je m'appelle Jessica Giraud. Je suis la secrétaire de l'association MLSF. C'est une association qu'on échange entre les sourds, les malentendants et les entendants. Nous sommes arrivés ici depuis un an. Et grâce à ce quartier qui nous a permis d'accueillir, d'avoir un peu plus d'adhérents et qui nous a permis de faire un peu plus d'activités aussi, comme à l'extérieur ou à l'intérieur, et pouvoir échanger aussi avec les quartiers de Ragon. C'est important pour moi, le milieu associatif, la rencontre, le CSC, c'est important au quotidien de pouvoir se dire, ben voilà, on est des gens totalement différents qui habitent un même quartier, on le fait vivre. On le fait vivre et voilà, on inscrit une part de l'histoire à travers ce qu'on fait au quotidien. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir de la convivialité ici suffit et que vous n'en avez plus besoin dans votre quartier? Vous comprenez? Ah ben ici, on ne manquerait pas le café. Hein. Oui, On oui. est- oh là là, ça c'est Voilà. sacré. Oui, voilà. Ça, c'est sacré. Comment tu connais Ragon? Depuis mon arrière-grand-mère, depuis longtemps. Enfin, on a des amis à Aragon, de la famille. Et ta grand-mère, alors du coup, tu la vois aussi de temps en temps? Oui, souvent. Et on vient souvent aux animations ensemble, les animations de Ragon. Donc c'est comme ça que tu fréquentes Ragon en venant aux animations? Oui. Et j'ai fait de la danse 2 ans. Ah, tu as fait de la danse 2 ans. Tu faisais quelle sorte de danse à Ragon? Classique, la danse classique. Est-ce que ça te plaisait de venir à Ragon? Oui. Qu'est-ce que tu aimais bien dans la danse, dans le fait de venir Moi j'aimais bien parce que je connaissais beaucoup de monde là-bas. Et du coup, on rencontrait toujours des gens qu'on connaissait. Et est-ce que tu disais que tu fréquentais aussi des animations? Est-ce que quelle sorte d'animation? Les animations de Noël, alors depuis toute petite je viens voir le spectacle de Noël. Cette année j'ai fait la marche de Noël organisée par Ragon. Et puis des fois je viens faire la rando avec ma mamie. Et est-ce que tu viens à la fête de fin d'année? Ça dépend des... Ah oui, je suis venue plusieurs fois. Comment la trouves-tu la fête de fin d'année? J'y ai participé quand c'était avec la danse. Moi j'ai bien aimé. J'aime bien la musique, il y a un pot après, c'est très bien, moi j'aime bien. Donc vous veniez de toute façon à Ragon pour voir votre famille? Quand je venais, j'habitais moi à la Blordière. Donc la Blordière, c'est pas tellement loin de là. Et puis je suis entre les deux maintenant. Mais je viens souvent à Ragon. Je vous dis, le dimanche, quand je reviens de la piscine, j'achète des huîtres à Ragon. Hein, je cours ailleurs, je viens à Ragon. Je venais chez Paul au petit café de temps en temps. Puis on fait nos trucs chez lui. Et puis la fête des caillebottes. Hein,
Enfin, Ragon, pour nous, c'est un petit peu... ce quartier-là, c'est un petit peu... même le vide-grenier, où j'ai passé quelques bons moments. Le point de ralliement. Mais ça fait... Oui. J'habite le quartier depuis 8 ans. C'est un quartier que j'aime énormément. C'est un vieux quartier de Rezé, un peu village. Ce quartier il est un peu particulier par rapport à la présence des voyageurs. Mais ça, on le sait que dans le regard des gens de l'extérieur du quartier. Moi, c'est beaucoup mes amis, quand on discute du quartier dans lequel on vit, ou de l'école dans laquelle sont nos enfants, où on sent qu'on nous renvoie cette spécificité. Alors que nous, au quotidien, cette spécificité, on ne la voit pas réellement. Là où peut-être on la voit, c'est qu'elle nous donne la chance de pouvoir profiter de plein de projets qu'on n'aurait peut-être pas sinon dans un autre quartier. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt un avantage et un vrai atout. Moi, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire avancer sur l'image du quartier. Je trouve que on parle de Rezé est au sud, le sud de la Loire. Ragon est au sud de la ville. Je trouve que cette notion de sud, il faut qu'on arrive à la mettre en avant dans notre projet. Le sud, c'est le soleil, c'est la rencontre, c'est la chaleur humaine, c'est tout ça. Et moi, j'ai vraiment ce désir vraiment que Ragon soit un quartier un petit peu à cette image. Moi, il y a tout ce côté vendange. Ragon, c'est le quartier où il y a beaucoup de pressoirs, mais ils ne sont pas vus. Ragon, c'est le seul quartier de Rezé où on fait les vendanges encore. Vous voyez, on voit des fois des téléfilms dans les vignobles, toute cette notion de chaleur. Et les vendanges, c'est aussi un temps de partage, parce que c'est le voisin qui va aider, ou qui n'a pas de pressoir, et c'est un temps où on échange énormément. Et donc, j'ai tout ce... Ragon a la chance d'avoir un marché. Certes, un petit marché, mais quand même un marché. Qui s'agrandit. Qui vit, quand même, qui a été créé à l'initiative de la maison de quartier à l'époque, des habitants. Et donc, c'est aussi une place d'échange. Vous voyez tout ce côté un petit peu sud. Est-ce que vous avez vu des changements se faire petit à petit dans le quartier? Dans mon quartier, ça n'a pas beaucoup changé. Et c'est surtout que les gens sont restés tous ensemble parce qu'on est tellement bien que personne n'a envie de partir. Et on appelle le quartier du bonheur parce que les gens se sentent tellement bien, il y a beaucoup de convivialité, il y a beaucoup d'entente, il y a beaucoup de partage dans la solidarité, dans la joie comme dans la peine, on est solidaires. Qu'est-ce qui pour toi favorise dans un quartier le lien intergénérationnel d'une manière plus générale? Les rencontres, c'est vrai que c'est la première chose, c'est de venir se confronter aux autres, échanger les idées, partager. J'ai été animatrice le mercredi après-midi au centre socio-culturel. Et du coup, on avait les gens du voyage. Donc moi, j'ai appris à les connaître plutôt par le centre socio-culturel, les activités du mercredi après-midi. Et donc à les découvrir aussi comme ça, ces habitants. Et je vois le gap qui est franchi avec aujourd'hui. Quelle joie pour moi de voir qu'aujourd'hui on se sent habiter tous le même quartier. Il n'y a pas de clan. De voir cette mixité, cet échange. Et ça, c'est vraiment une énorme satisfaction. C'est de voir que, on arrive à vivre tous ensemble. Tous ensemble dans le même quartier. Voilà. Moi je m'appelle Véronique, je suis enseignante et j'ai enseigné à l'école de Ragon pendant 9 ans et puis on va dire un petit peu plus parce que j'étais venue en stage ici pendant ma formation initiale. Alors moi j'étais enseignante en maternelle. Moi quand je suis arrivée, il y avait, on était à plus d'un tiers d'enfants du voyage dans les classes. Donc quand même une forte
portions. Il y a dès le départ difficulté scolaire, parce que difficulté scolaire ou du moins d'adaptation, puisqu'il y avait des enfants quand même en souffrance, qui arrivaient à l'école, qui étaient terrorisés, qui n'avaient qu'une envie, c'était s'en aller de l'école. Donc on est là dans quelque chose, enfin dans l'affectif beaucoup. Et il faut à ce moment-là effectivement permettre aux mamans d'exprimer leur peur à elles. Leur peur de l'école, leur peur du gadget, leur peur de... Ils sont pas gentils, ils vont pas être gentils avec mon enfant, quoi. Et l'enfant, c'est tout. C'est tout pour eux. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'on a décidé à un moment donné de faire des classes découvertes en maternelle. Et puis, le gros problème qui se posait, c'est comment on fait avec les enfants du voyage. Parce qu'ils ne vont pas vouloir partir. Et cette année-là, avec l'aide aussi de l'inspecteur, qui était là, non, c'était encore l'inspectrice la première année. Elle nous a donné notre aval, parce que normalement on n'a pas le droit de partir s'il manque des enfants. Là, elle nous a dit, vous faites un gros travail pour essayer d'en avoir le plus possible, et ben, s'il en manque, voilà, je m'arrangerai, mais nous on a essayé de lui dire, il faut amorcer la pompe, et peut-être après les choses vont évoluer et on va avoir les enfants du voyage. Et à partir de cette année de projet là, de classe découverte qui s'est fait en fin d'année, on a réussi à emmener des enfants de 3 familles différentes qui nous ont confié leurs enfants pour... la première fois on est parti 2 jours, voilà, une nuitée. Et donc ça a été un gros travail de rencontre. Du coup là on parlait de l'ouverture et de l'accueil des familles. Donc là on n'a pas arrêté de se parler tout le temps parce que l'angoisse montait au fur et à mesure que le voyage arrivait. Effectivement il fallait tout le temps rassurer. Donc il y a eu une relation très très forte avec ces mamans-là. On est parti, ça s'est bien passé. On est revenu, ils nous ont dit jamais plus on vous les laissera. C'était trop dur, mais en rigolant. Mais ça a été très très douloureux pour elles. Et on a refait le projet, on a réitéré, donc ça c'était ma dernière année ici, il y a 3 ans. Et pour emmener les familles du voyage, du coup, comme je les connaissais bien, je leur ai dit, les grands-mères, ça serait bien s'il y a des grands-mères qui veulent nous accompagner. Et donc on a emmené 3 grands-mères du voyage avec nous. Donc ça a été encore une autre phase, puisque du coup, ce qui était intéressant, au niveau des enfants, finalement pour moi ça devenait un peu facile. Je ne me posais plus trop les mêmes questions. Par contre, le contact avec les adultes a été... formidable, et pour elle aussi, quoi. Alors je reviens sur la maison dans laquelle tu as vécu. Est-ce qu'il t'arrive d'aller manger à l'orangerie? J'y suis allée. Restaurant. Oui, j'y suis allée moins 2 fois. Et qu'est-ce que ça te fait? Explique-moi. C'est très intéressant. Maintenant moins, mais les premières années, à chaque fois je passais devant, là, on passe dans le jardin. Parce que où se trouvent les tables, là, et c'était le jardin. Et quand on regarde la maison, bien sûr, les souvenirs reviennent. Ah oui, on est dans le jardin. Donc c'est un attachement, quoi, ça revient. Oui, ouais. Oui. Ressurgit. C'est vraiment un simple coup d'œil, ça y est, ça ressurgit, quoi. Alors moi j'ai une bonne anecdote du quartier à raconter. Et pour vous raconter, c'est Claude, mon mari, qui partait en retraite, donc on fête son départ en retraite. Donc bien sûr ça s'est fait à la maison de quartier, puisque on peut avoir des salles pour des occasions comme ça. Donc ça s'est fait ici. Et en rentrant, donc après, à la fin de la soirée, on a terminé à la maison avec la famille. On était très nombreux, forcément. Et dans la famille, on avait quand même pas loin de 40 personnes à loger. Donc les amis du quartier en ont hébergé. Et donc des voisins à nous. Donc il y en a 6 qui logeaient chez Françoise, ma voisine. Et donc une de mes nièces, à un moment donné, était un petit peu fatiguée. Donc ma nièce et mon neveu sont partis dormir chez Françoise. Donc on leur dit, ça va aller pour y aller, tu sais où c'est? Oui, c'était 3 ou 4 maisons plus loin, pas de problème. Ils sont partis pour se coucher. Donc on leur avait expliqué, vous passez sur le côté de la maison, comme il était tard, vous passez sur le côté de la maison. Derrière la maison, vous avez une baie vitrée, la baie, elle a dû la laisser ouverte pour que vous puissiez rentrer. Donc ok, ils sont partis dormir. Et le lendemain matin, mon neveu arrive pour le petit déjeuner, et mon neveu regarde Claude, il me regarde moi, et il dit, si vous saviez ce qui nous est arrivé.
Alors elle dit, ah bon, t'as mal dormi, il y a eu un problème. Oh, il dit, pire que ça. Il dit, on s'est trompé de maison, on n'a pas dormi dans la bonne maison. Alors là, on est resté quoi? Vous avez dormi où? Eh ben pas dans la bonne maison, dans la maison à côté de chez Françoise. Oh là là! Et alors? Mais alors c'est bizarre, on se demande comment ça a pu se passer. Parce que quand ils sont rentrés dans cette maison, elle est placée, c'est vrai un peu comme chez Françoise, même style, on passe le côté de la maison, derrière il y a une baie vitrée, et c'est une maison à étage, donc ils sont partis à l'étage. Ma nièce a eu un petit recul quand elle est arrivée. Elle dit, oh c'est bizarre, je ne reconnais plus trop la maison à Françoise. Mais bon, si, il y a l'escalier dans l'angle, bon, ils sont partis à l'étage. Ils ont pris une chambre, première chambre, il n'y avait personne. Il y avait quelques vêtements sur le lit, ils ont dit tiens, ils ont dû les enlever, les ont posés par terre, et ils sont touchés. Et ma nièce, dans la nuit, a été malade, n'était pas bien, donc forcément a vomi avant d'arriver aux toilettes. Mon neveu derrière a cherché tout ce qu'il fallait pour nettoyer tout. Bon, pas de problème, il a réparé les dégâts, il se sont recouchés. Et dans la nuit, et le lendemain matin, alors oui, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Dans cette famille, il y a le père et 2 enfants. Donc le père était parti dans la nuit, il partait en voyage, donc ils ne se sont pas croisés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ils ont réussi à trouver la bonne chambre. Il y avait le fils qui est rentré dans la nuit, qui a vu des chaussures qui appartenaient, qui ne connaissait pas en bas. Il a dit tiens, c'est peut-être ma sœur qui a fait venir quelqu'un. La fille est rentrée après, a vu la même chose, elle s'est dit, bah tiens, ça doit être mon frère qui a dû emmener quelqu'un à dormir. Et tout le monde a dormi sans jamais se croiser dans la maison. Et le matin, les jeunes se lèvent, la fille était déjà dans la cuisine, le fils arrive, puis il voit sa sœur, il dit, mais les vêtements, les chaussures qui sont là, c'est toi qui as emmené quelqu'un? Ah non. Ben, c'est pas toi qui as emmené quelqu'un dans... Ah non. Bon, il faut qu'on appelle papa, il y a peut-être d'autres personnes qui sont là qu'on ne sait pas. Les enfants appellent le père. Ah non, non, personne, j'ai invité personne à la maison. Donc du coup, le fils, il a dit, bon, il faut qu'on aille voir qui dort chez nous. Donc ils sont montés à l'étage, ils ont frappé à la porte. Et puis mon neveu et ma nièce ont répondu oui, oui. Il ouvre la porte et dit, on peut savoir qui vous êtes? Oh, ma nièce, elle était sous la couette, puis elle dit, on n'est pas chez Françoise? Ah non, chez Françoise, c'est la maison d'à côté. Oh, ma nièce s'est recouverte, elle a glissé dans le lit et savait plus où se mettre. Ils ont ri les autres. Alors du coup, ben, mon neveu s'est levé, et puis bon, ils ont discuté, et puis ils ont dit, bon, on est le neveu et la nièce de Claude Chassot, on est là pour son départ en retraite, on devait dormir chez Françoise, et apparemment on s'est trompé de maison. Ben oui, qui dit mais bon, apparemment tout s'est bien terminé, ils les ont invités au petit déjeuner, bon, on se connaissait. Ragon en mutation. Les feux ont été remplacés par un giratoire carré. Plus loin, le clerc s'est déplacé à la corbinerie étalée. Des immeubles et des maisons à pro l'ont depuis remplacé. La boulangerie a changé après plus de 30 ans de côté. Du bâtiment des cheminées au télécom, elle est passée. Le gymnase s'est installé, Arthur Dugas, il s'est nommé. Le parc de pro aménagé, au loisir, il est destiné. La pyrotterie en chantier, la mutation va continuer. Ragon rural s'en est allé, en urbain il s'est transformé.